Donc quelques mots pour présenter Philippe Corcuff. Et alors ce qui est pratique, c'est que dans cet épais livre, il a pris le soin pour qu'on comprenne bien de là où il parle et de là où l'on parle ce soir. Il a pris le temps, à un moment donné, ça n'arrive qu'à la page 59, mais il a pris le temps de dresser son portrait. Je vous rappelle qu'il est actuellement prof à Sciences Po Lyon, et il fait son portrait, je crois que c'est important, parce qu'il est professeur, mais il a aussi une pratique militante, et c'est sans doute à partir de cette expérience de pratique militante qu'il a forgé une grande partie de sa réflexion politique, et entre autres qui aboutit à ce livre. Né en, je vais parler comme si j'étais Philippe Corcuff, parce qu'évidemment c'est écrit à la première personne. Né en 1960, j'ai commencé à militer en 1976 au mouvement de la jeunesse socialiste et en 1977 au Parti socialiste, PS, alors que j'étais lycéen dans un courant de gauche appelé le CERES, Centre d'études, de recherche et d'éducation socialiste, 1966-1986, dont deux figures ont été mon éducateur politique et ami, Didier Motschall, et Jean-Pierre Chevènement. J'ai quitté le PS fin 1992 et suivi Motschall et Chevènement au mouvement des citoyens, MDC, de sa création courant 93 jusqu'en 94. J'ai quitté le MDC pour les Verts en 94 jusqu'en 97, au moment de leur entrée dans le gouvernement de la gauche plurielle, dirigé par Lionel Jospin. J'ai été membre de la Ligue communiste révolutionnaire, où brillait la figure militante et philosophique de mon ami Daniel Ben Saïd, puis du nouveau parti anticapitaliste NPA de 1999 à février 2013, moment où je me suis engagé dans la Fédération anarchiste. Je suis, par ailleurs, militant du syndicat Sud Éducation, rattaché à l'Union syndicale solidaire, depuis sa création en 1996. J'ai été membre du conseil scientifique d'Attaque France de décembre 2002 à mai 2019. Mon analyse des risques confusionnistes actuels et de leur faible conscience au sein d'Attaque m'ayant conduit à démissionner à ce moment-là. Donc voilà une présentation autobiographique. Et maintenant, donc, je vais donner la parole à Philippe Corcuff, qui va, et je crois que c'est important, au début de la partie 2 de son livre, il met en exergue une citation de l'auteur de polar et de romans noirs américain Raymond Chandler, qui dit ceci: « Ce n'est pas un monde qui sent très bon, et c'est le monde dans lequel vous vivez. » Et je crois qu'avant que nous puissions explorer des pistes de lutte et d'expérimentation nouvelles, il est bon de savoir où nous en sommes, le monde dans lequel nous vivons. Et c'est à ça que Philippe va tenter de nous montrer ce monde où nous vivons dans la trentaine de minutes qui suivent. Merci Denis. Je remercie aussi la librairie Diderot et la section de Nîmes du Parti communiste qui est à l'initiative de cette soirée. Il y a beaucoup de choses négatives dans la période, mais il y a aussi des choses qui changent en positif, comme le fait que des communistes invitent un libertaire. Donc je vais proposer en introduction de nos échanges quelques repères partiels à propos de ce gros livre que j'ai mis 3 ans et demi à écrire et dont j'ai accumulé les matériaux depuis 2012. Il est paru en mars 2021. Je date les débuts de l'extrême droitisation que j'analyse dans les espaces publics et l'extension des domaines de ce que j'appelle confusionnisme au milieu des années 2000. Je parle d'extrême droitisation des espaces publics et pas d'extrême droitisation de la société française, parce que la société française me semble plus compésute et mouvante et qu'il y a un écart entre ce qui se passe dans les espaces médiatiques, politiciens, etc., et ce qui se passe dans la société. L'investigation dont mon livre est le produit part d'une certaine façon d'un aveuglement partiel, individuel et collectif sur la situation, et puis d'un échec militant également individuel et collectif. Pour ma part, je n'ai pas vu que dès le milieu des années 2000, avec notamment le sarkozysme, qui a été un dérégleur des repères idéologiques et politiques plus importants qu'on l'a vu sur le mouvement, je n'ai pas vu donc qu'une vague ultra-conservatrice se préparer. En fait, j'avais trop le nez dans le guidon
Et dans le sillage de mon engagement altermondialiste et à l'ATTAC sur le plan associatif et à la Ligue communiste révolutionnaire sur le plan partisan, puis le NPA, j'ai cru en fait qu'une nouvelle gauche radicale allait pouvoir rénover centralement la gauche à la suite de l'affaiblissement des deux pôles principaux qui avaient incarné la gauche au XXe siècle, en France et dans beaucoup d'endroits dans le monde, le pôle communiste et le pôle social-démocrate. Or, nous avons échoué parce que nous n'avons pas bien vu ce qui se tramait du côté obscur de la force et que nous avons gaspillé les quelques cartes que nous avions en main pour empêcher que, finalement, les choses se passent autrement. Je pense aussi que la rénovation qui aurait pu être portée par le Front de gauche puis par la France insoumise a été un échec. Il faut donc voir ce livre comme un travail de recherche et de mise à distance à partir de mes propres aveuglements et de mes propres échecs militants, grâce aux outils des sciences sociales et de la philosophie qui participent, disons, de mon parcours universitaire. Donc mon travail ne porte pas un surplomb vis-à-vis des autres, je ne mets pas en cause les autres, pas plus que moi. Je n'ai pas de leçon à donner vu le cours chaotique de mon itinéraire militant. Mais grâce à mes ressources universitaires et un rapport autocritique à mon trajet militant, j'essaie de commencer dans ce livre à fournir une cartographie des pièges de la période et une amorce de boussole pour nos temps troublés. Alors, mon topo initial aura deux temps principaux. Je vais rappeler dans un premier temps les repères principaux de la démarche du livre, et puis je vais envisager un petit bout du livre en réponse à une préoccupation des organisateurs. Donc un des terrains de la recherche, les manichéismes croisés autour de la laïcité et la façon dont se pose la question de l'universel. Donc c'est une présentation partielle et schématique du livre. Tout d'abord, les repères globaux de la démarche. Il y a trois notions principales qui outillent cette démarche. Je les nomme, alors ça peut paraître un peu abstrait, je vais m'en expliquer un peu plus. Des formations discursives, c'est une notion que j'emprunte au philosophe Michel Foucault, qu'il développe dans un livre de 1969 qui s'appelle L'archéologie du savoir. Alors, peut-être que cette notion un peu abstraite de formation discursive demande à expliciter parce qu'elle renvoie à une façon de découper les idées et les discours qui n'est inhabituelle et qui n'est pas la plus courante, soit dans les milieux d'ailleurs intellectuels, soit dans les milieux militants. Une formation discursive, c'est un espace rhétorique de discours, idéologique, composite, avec des contradictions, avec des conflits, mais qui dessine, sans que personne ne l'ait décidé, ne le maîtrise, des cohérences partielles. C'est ce qu'on pourrait nommer, en empruntant cette fois une expression à celui qui fut un de mes maîtres en sociologie, Pierre Bourdieu, c'est une orchestration sans chef d'orchestre. Le propre de telles formations discursives, c'est que les individus qui y participent, les locuteurs, ont une fort inégale conscience de ce à quoi ils participent et la dynamique d'ensemble leur échappe largement. C'est donc une façon de découper les discours et les idées inhabituelles que nous propose Foucault. Cela constitue une rupture même avec les deux façons principales les plus usitées dans l'histoire universitaire des idées et dans les milieux militants. Soit le découpage à partir des auteurs, soit le découpage à partir des courants politiques et idéologiques. Quand on analyse les discours, on va ainsi privilégier le lien avec tel ou tel auteur. Donc on va regrouper tous les discours d'un auteur dans son ensemble. Ou alors on va distinguer des courants qui sont regroupés autour d'idées partagées, avec une certaine cohérence. On va opposer par exemple le libéralisme économique au socialisme. Or, une formation discursive, c'est un autre découpage des idées et des discours. Ça inclut des discours d'auteurs opposés, y compris dans leurs orientations idéologiques et politiques. Et ça n'inclut pas tous les discours d'un même auteur. Par exemple, dans mon livre, un même auteur peut dans certaines situations participer à la formation discursive que j'appelle confusionnisme, et dans d'autres situations à une formation discursive de l'émancipation. C'est par exemple le cas de Jean-Luc Mélenchon dans les cas que j'analyse. Mais une formation discursive stabilise toutefois quelques évidences partagées, qui se sédimentent un peu dans l'espace public, comme l'idée que le national c'est le bien et le mondial c'est le mal, la focalisation complotiste sur les manipulations cachées quand on analyse les dominations, ou l'obsession de l'identité. Et donc par-delà les oppositions entre les locuteurs,
les évidences ultra-conservatrices et confusionnistes aujourd'hui tendent à étouffer les débats publics. Les trois formations discursives autonomes qui ont seulement entre elles des interactions et des intersections que j'ai analysées dans le livre, je les appelle ultra-conservatisme, confusionnisme et identitarisme. L'ultra-conservatisme, ce sont des mélanges idéologiques qui associent plus ou moins des xénophobies, dont la xénophobie anti-migrants, l'islamophobie et ou l'antisémitisme, le sexisme et l'homophobie dans un cadre nationaliste. Ce cadre nationaliste fantasme un peuple homogène culturellement, un peuple-nation. Je nomme le pôle le plus radical de l'ultraconservatisme post-fascisme. Pourquoi ce terme de post-fascisme? Car dans les débats actuels sur les extrêmes droites aujourd'hui, je refuse en fait deux façons de nommer les extrêmes droites. Il y a une première façon qui est très courante dans les médias, c'est de parler de populisme. Mais parler de populisme, c'est casser tout lien entre les extrêmes droites actuelles et le fascisme historique des années 1920-1940. Mais parler de le deuxième courant, c'est ceux qui parlent encore de fascisme. Or, parler seulement de fascisme, c'est ne pas percevoir qu'il y a des transformations à l'extrême droite. Et notamment, une nouveauté qui est son appropriation du lexique républicain, comme la laïcité, dont je vais parler un peu plus, alors que les extrêmes droites étaient largement, dans les années 30, anti-républicaines. Dans post-fascisme, fascisme indique que des éléments de continuité avec les fascismes historiques, et post indique qu'il y a des déplacements actuels dans ces extrêmes droites. Alain Soral, Éric Zemmour ou le théoricien conspirationniste du grand remplacement Renaud Camus font partie des principaux idéologues post-fascistes que j'analyse. La deuxième formation discursive, je l'ai appelée confusionnisme. Le confusionnisme, c'est quoi? Ça renvoie au développement d'interférences entre des postures et des thèmes d'extrême droite, du macronisme, de gauche modérée dite républicaine et de gauche radicale. Des postures et des thèmes. Des postures, c'est par exemple le remplacement de la critique sociale structurelle des inégalités, des dominations, des discriminations, qui étaient portée historiquement par la gauche, en particulier par le marxisme, par l'anarchisme ou par de larges secteurs des sciences sociales. Donc, remplacer cette critique sociale structurelle par la mise en cause superficielle de ce qui est appelé politiquement correct, par des schémas complotistes qui insistent sur les manipulations cachées par des personnes, et par la focalisation de la critique sur les personnes. Hier, Sarkozy et Hollande, aujourd'hui, Macron. Des thèmes, c'est la valorisation du national et la dévalorisation du mondial et de l'européen. C'est une dénonciation qui amalgame le libéralisme politique et le libéralisme économique. Le libéralisme politique, c'est la reconnaissance d'un certain nombre de droits individuels et collectifs. Le libéralisme économique, c'est la régulation par le marché. Certains assimilent les deux. Une autre thème, c'est la fixation positive ou négative sur des identités supposées homogènes et closes. Positive, l'identité nationale, négative, les musulmans. Et puis, un autre des thèmes, c'est l'effritement de la frontière symbolique avec l'extrême droite. Mais il y en a bien d'autres. Et ce confusionnisme intervient dans un contexte particulier qui est le recul du clivage gauche-droite. Et dans ce recul du clivage gauche-droite, c'est surtout la crise de la notion de gauche qui existe. Donc, confusionnisme, ce n'est pas synonyme de confusion, ce n'était pas toutes les confusions. Ça a un sens politico-idéologique plus précis dans un contexte particulier. Dans le contexte de recul du clivage gauche-droite, le confusionnisme bénéficie principalement à l'extrême droitisation, car il contribue tout à la fois à légitimer de manière soft des thèmes et des postures d'extrême droite, et il contribue aussi à affaiblir un peu plus la gauche en la désarmant face à la dynamique ultra-conservatrice. La troisième formation discursive que j'analyse, je l'appelle identitarisme. L'identitarisme, c'est réduire des personnes et des groupes à une identité principale, homogène et fermée. Par exemple, une identité nationale ou une identité religieuse. Ça peut être une identité positive valorisée ou une identité négative dévalorisée, dénoncée. Il faut donc distinguer l'identitarisme de l'identité. L'identitarisme, c'est en quelque sorte une pathologie de l'identité.
Le nationalisme d'extrême droite est un identitarisme, mais également le nationalisme du régime de Poutine en Russie, celui du régime capitalo-communiste en Chine, ou celui du régime hindouiste anti-musulman de Modi en Inde, ou encore la variété des islamo-conservatismes sont des identitarismes. Alors, je donnerai un exemple des croisements entre ultra-conservatisme, confusionnisme et identitarisme. Au début du livre, je mets en évidence des parentés étonnantes sur le plan des discours de trois personnalités qui sont différentes et voire opposées. Première personnalité, l'historien et éditorialiste Jacques Julliard, figure de la deuxième gauche des années 1970, celle proche de la CFDT de Michel Rocard, puis figure de la Fondation Saint-Simon social-libérale dans les années 80, qui effectue un tournant dit républicain en 2010 en passant de l'Obs à Marianne. Premier élément. Deuxième personnalité, l'économiste et philosophe Frédéric Lordon, une des principales figures intellectuelles de la gauche radicale en France, qui a émergé dans les années 90. Son blog sur le site du Monde diplomatique constitue un des plus suivis aujourd'hui dans la gauche radicale. Troisièmement, Mathieu Bock-Côté, un jeune idéologue ultra-conservateur venant du Québec. On m'avait reproché de parler de quelqu'un peu connu, parce qu'il s'exprimait surtout dans le Figaro, au moment où j'ai écrit le livre, mais cet été, il est rentré à Europe 1 et à CNews, avec une chronique. Donc il monte dans la galaxie ultra-conservatrice. Et en même temps, la particularité de Bock-Côté, c'est d'être une des coqueluches intellectuelles d'un axe qui est très étonnant, qui va de l'extrême droite avec Valeurs Actuelles à Marianne de centre-gauche. Au-delà de leurs oppositions réelles, ils sont vraiment opposés tous les trois, ils convergent pourtant pour valoriser la nation et dévaloriser l'internationalisme. Et ils ne valorisent pas la nation n'importe comment. Ils le font dans une vision proche de l'appartenance nationale qui est très proche d'une des figures du nationalisme conservateur français de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, qui est l'écrivain Maurice Barrès. C'est-à-dire qu'ils ont une vision enracinée de l'appartenance nationale, tenue par des racines profondes. Premier élément, donc la présentation du cadre général du livre, et puis un premier exemple. Mon deuxième point sera un peu plus long et va traiter d'un des terrains du livre. C'est ce que j'ai appelé des manichéismes croisés autour de la laïcité et la question de l'universel. Alors, le chapitre 7 du livre s'efforce de baliser des emballements manichéens qui existent aujourd'hui dans les débats publics en France et qui facilitent indirectement les avancées idéologiques ultra-conservatrices et les brouillages confusionnistes. Cette contribution à l'extrême droitisation a un effet à gauche et prend différentes formes. En participant à paralyser la critique de l'ultra-conservatisme, par la division de ses protagonistes potentiels, par la division des gauches, et puis en accordant du crédit à des discours ambigus qui flirtent avec des postures et des thèmes de la formation discursive ultra-conservatrice. Et ces discours ambigus qui flirtent avec des postures et des thèmes de la formation discursive ultra-conservatrice alimentent des intersections à gauche avec l'ultra-conservatisme. Globalement, les tendances manichéennes à l'œuvre dans les controverses publiques prises pour objet donnent un avantage rhétorique aux logiques ultra-conservatrices en aplatissant la diversité des contradictions du réel. J'étudie dans ce chapitre 3 sites particulièrement minés qui ont des interactions entre eux, la laïcité, les islamo-conservatrismes et la concurrence entre lutte contre l'antisémitisme et lutte contre l'islamophobie, et donc je vais aborder ici que le premier. Revenons d'abord sur la loi de 1905. La loi de 1905 constitue un équilibre très conjoncturel entre les forces politiques du moment en 1905, dans une période de construction des institutions républicaines propre au début de la Troisième République. Il s'agit notamment de faire reculer le pouvoir de l'Église, allié alors aux forces conservatrices anti-républicaines dans la politique. Cependant, l'artisan principal de la loi, son rapporteur, le républicain socialiste Aristide Briand,
ainsi qu'un de ses principaux alliés, le socialiste Jean Jaurès, ont résisté aux fortes tendances anticléricales présentes dans les milieux républicains à l'époque. Des éléments sont significatifs de cette résistance à l'anticléricalisme. L'amendement au projet de loi proposant l'interdiction du port de la soutane dans les lieux publics est rejeté. Ça fait écho à certains débats actuels. L'article 27 de la loi intègre l'existence de cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte sur la voie publique. C'est-à-dire que dans le cadre de la loi 1905, les prières de rue musulmanes sont tout à fait possibles. Le même article prévoit la réglementation des sonneries des cloches par arrêté municipal ou en cas de désaccord local par arrêté préfectoral. Les convictions religieuses et les signes d'appartenance religieuse n'y sont donc pas cantonnés dans le domaine privé, comme on l'entend beaucoup aujourd'hui dans les milieux politiciens et médiatiques, mais peuvent s'exprimer publiquement. Pour l'article 2, je cite, « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Pourquoi ? Dans un souci de neutralité vis-à-vis des différentes croyances et incroyances. C'est pourquoi les signes et emblèmes religieux sont interdits sur les monuments publics ou en quelques emplacements publics, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions », précise l'article 28. Quant au financement, l'article 2 établit une exception. Pourront toutefois être inscrites au dit budget public les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Ce qui implique aussi la reconnaissance d'une présence religieuse sous la forme de services d'aumônerie dans une série d'institutions publiques telles que les lycées, les collèges, les écoles, les hospices, les asiles et les prisons. La loi s'inscrira dans un combat politique républicain contre les risques de réaction antirépublicaine. L'article 26, je cite, « interdit de tenir des réunions publiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte ». Il faut aussi rappeler l'article 1er qui chapeaute la loi et la hiérarchie des valeurs qu'elle porte et qui commence ainsi « La République assure la liberté de conscience ». C'est le premier principe de la loi 1905. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. La liberté de conscience est première, ce qui conduit les institutions républicaines à garantir le libre exercice des cultes. La loi de 1905 protège ainsi le pluralisme des croyances et des incroyances et leur expression publique dans le cadre de règles républicaines partagées. Dans son esprit, porter un voile musulman ou une kippa sur la voie publique, comme caricaturer Mahomet ou le pape dans Charlie Hebdo, sont des pratiques pleinement légales. Dans les circonstances particulières et dans le choc des jeux politiciens et tactiques du moment, un objet aussi historiquement contextualisé que la loi 1905 a fini par créer, il me semble-t-il, quelque chose qui déborde les spécificités de son contexte parce qu'elle est encore d'une grande utilité pour les situations contemporaines. Cependant, la rencontre, qui est d'ailleurs non intentionnelle, de deux logiques différentes, va dérégler tout ça, récemment. Premièrement, ce sont les mésusages que j'appelle laïcards, c'est-à-dire plutôt anti-religieux, anti-cléricaux, de l'esprit de la loi de 1905, de la laïcité. Ces mésusages laïcards vont rencontrer une poussée de stigmatisation publique de l'islam. Ça va déplacer fortement les visions publiques de la laïcité à partir de la fin des années 1980. Il va y avoir une transformation. Pas de la loi, parce que la loi reste la même, de ce qu'on va dire de ce qu'est la laïcité. De l'extrême droite à certains secteurs de la gauche dite républicaine, en passant par de larges pans de la droite, les usages stigmatisants de la laïcité vis-à-vis des musulmans sont alors devenus prégnants dans l'espace médiatique et politicien au cours des années 2010. Premier cas, extrême droite, et puis un cas particulier pour celui qui, on m'a dit, vient de remporter presque 40% à la primaire de LR, Éric Ciotti.
L'extrême droite a été traditionnellement en France marquée par des tendances anti-républicaines et le Front National, dirigé par Jean-Marie Le Pen, a intégré une forte composante catholique intégriste. L'accession de Marine Le Pen à la tête du FN en 2011 va conduire à l'inverse à une appropriation des thèmes républicains, dont la laïcité. Dans ce cas aussi, la question de l'islam joue un rôle central. Cependant, Marine Le Pen peut également, dans un même discours, c'est par exemple son discours à l'université d'été 2013 du Rassemblement national, défendre la laïcité, je cite, contre les fanatiques qui veulent imposer leur foi dans l'espace public, dans l'école et dans l'entreprise. Donc c'est surtout les musulmans qui sont visés. Mais en même temps, elle demande dans le même discours la reconnaissance des fondements chrétiens de la nation française et de la République française. Une partie de la droite et de l'extrême droite va être tendue autour de ça, à la fois une référence à la laïcité, mais orientée contre les musulmans, et une référence aux fondements, aux racines chrétiennes de la France. Aujourd'hui, Éric Zemmour mêle aussi référence à la laïcité contre les musulmans et la référence à l'identité chrétienne de la France. Ça, c'est pour l'extrême droite. Traditionnellement frieuse sur la question laïque, en particulier à cause de son soutien à des écoles privées principalement catholiques en France. Par exemple, la droite participera massivement encore à la grande manifestation parisienne du 24 juillet 1984 pour l'école libre. Donc, traditionnellement frileuse sur la question de la laïcité, la droite française en a fait une référence importante seulement à partir des années 1990. Tout particulièrement, toujours dans le rapport à l'islam. Le cas d'Éric Ciotti, donc, qui a fait beaucoup parler de lui, puisqu'il est arrivé en tête du premier tour de la primaire de LR, et donc il aurait fait presque 40% au deuxième tour, et qui est un de ceux qui défend à droite la théorie du grand remplacement, est intéressant parce qu'il incarne, on peut dire, un pôle d'extrême droite dynamique au sein de la droite. Ainsi, une proposition de loi constitutionnelle est présentée par le député Éric Ciotti et 23 autres députés de droite en mai 2016 à l'Assemblée nationale. Cette proposition de loi constitutionnelle projette 2 modifications de la Constitution de 1958. Première modification, dans son article 1er, la caractérisation de la France comme étant de tradition chrétienne. Première modification. Deuxième modification, l'ajout du terme laïcité à la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, qui deviendrait aussi laïcité. Donc une proposition de modification de la Constitution. Qu'est-ce que ça aboutit une telle proposition en associant toujours ce thème des racines chrétiennes et de la laïcité? Ça permet de légitimer constitutionnellement la prédominance d'une famille de religions, le christianisme, par rapport aux autres, en contradiction avec l'article 2 de la loi de 1905, selon laquelle la République ne reconnaît aucun culte. Mais c'est le faire dans un texte, la Constitution, qui dans la hiérarchie des lois est supérieure à la loi de 1905. Donc en fait, c'est annihiler la portée laïque de la loi de 1905 en le chapeautant par une construction constitutionnelle. Tout en se référant, en utilisant le principe vague de laïcité dans la Constitution, mais qui est déjà, puisque c'est une république laïque, la France déjà dans la Constitution. Au bout du compte, on aurait une laïcité fortement rétrécie, car surtout applicable aux religions non chrétiennes, tout en empochant le bénéfice politicien de la défense de la laïcité contre les musulmans. Premier espace. Deuxième espace, Natacha Polony et la laïcité, surtout contre les musulmans. Je vais donner un exemple ici, celui du discours de la journaliste Natacha Polony, qui est intéressante pour le confusionnisme parce qu'elle est justement située entre gauche et droite dite républicaine. Son parcours politico-professionnel est intéressant quant aux interférences confusionnistes entre droite et gauche conservatrice. En 2001, elle est secrétaire nationale du Mouvement des citoyens, dont j'ai dit que j'en étais membre, MDC, initié par Jean-Pierre Chevènement, scission au départ du Parti socialiste, situé à gauche du Parti socialiste. Puis elle est engagée dans la campagne présidentielle de 2002 de Chevènement. En 2002-2009, elle est journaliste dans l'hebdomadaire de centre-gauche dit républicain Marianne, cofondé en 1997 par Jean-François Kahn,
promoteur à l'époque de ce qu'il appelait un centrisme révolutionnaire. En 2009-2011, elle passe à droite puisqu'elle travaille dans Le Figaro. En 2018, elle revient à Marianne, mais en tant que directrice de la rédaction de Marianne. Depuis, elle a une chronique aussi sur France Inter et elle a une émission sur BFM TV. Or, Polony va paradoxalement mettre en cause les principes de la loi de 1905 sans le dire au nom de la laïcité. Il s'agit d'un texte qui dénonce la marche contre l'islamophobie du 10 novembre 2019. Marche qui avait eu lieu, je le rappelle, parce qu'il y avait eu un attentat contre la mosquée de Bayonne qui avait fait plusieurs blessés, il y aurait pu y avoir des morts, par un ancien candidat du Front National. Le titre de l'éditorial de Polony dans Marianne du 15 novembre 2019 s'intitule, avec un paternalisme paracolonial, « Sauver les Français musulmans ». Elle parle au nom du modèle laïque français, donc elle parle au nom de la laïcité. Et pourtant, elle va diffuser un préjugé qui est contraire à la loi de 1905. Je cite, « Le musulman relève de l'intime, de l'espace privé ». Donc la religion relèverait de l'espace privé, de l'intime. C'est contraire à la loi de 1905. Bon, je l'ai dit tout à l'heure. Elle va même plus loin parce qu'elle va remettre en cause le principe de départ, sans le dire, de la loi de 1905, la liberté de conscience. Parce qu'elle affirme que la laïcité, ce serait pour les musulmans, je cite, faire passer les lois de la République et l'appartenance à la communauté nationale avant leurs convictions religieuses. Or, les institutions républicaines demandent aux personnes d'appliquer les lois de la République, pas de considérer ces lois et l'appartenance à la communauté nationale comme devant passer avant leurs convictions religieuses. L'appartenance à la collectivité nationale et l'application des lois ne doit pas être supérieure aux convictions religieuses. Ça, c'est chaque personne qui, son fort intérieur, décide de la hiérarchie de ses valeurs. C'est ça la liberté de conscience. La République demande qu'on applique les lois, elle ne demande pas ce qu'il y a dans la tête des gens. Et donc, en fait, au nom de la défense de la laïcité, c'est une remise en cause du principe de départ de la laïcité, de la loi de 1905, la liberté de conscience. La laïcité façon de 1905 donc n'a rien à dire sur la hiérarchie des valeurs pouvant exister dans le fort intérieur des individus. Autrement, elle détruirait la liberté de conscience, donc l'article 1er, point de départ de la loi. Enfin, remarquons que la place accordée à l'appartenance à la communauté nationale, en donnant le primat au référent national au sein de l'identité d'une personne, constitue bien l'expression d'une forme de ce que j'ai appelé identitarisme. Cet identitarisme qu'on trouve chez Polony, je l'ai appelé un identitarisme national républicain. Cet identitarisme national républicain, il est difficile à saisir. Pourquoi? Parce que lui-même se méconnaît comme identitarisme. Souvent, il prétend même combattre tous les identitarismes au nom d'une position anti-identitaire. Pourquoi? Parce qu'il est imbibé d'arrogance hexagonale qui suppose que l'hexagone détiendrait par nature les clés de l'universel. Il se caractérise d'ailleurs lui-même souvent comme universalisme, avec une sorte de monopole franco-français sur la définition de l'universel. Or, comment parler au nom du genre humain et de la planète à partir de l'hexagone seulement? Deuxième cas. Le troisième cas va montrer que les usages actuels de la laïcité, qui participent à la stigmatisation publique des musulmans, sont certes les plus prégnants dans les espaces médiatiques et politiciens aujourd'hui. C'est ce qui fait, d'une certaine façon, les succès de Zemmour et de Ciotti. Ça crée un continuum entre Marianne de centre-gauche et valeurs actuelles d'extrême droite, entre Manuel Valls et Éric Zemmour. Face à eux, de manière très minoritaire, donc il ne faut pas les mettre exactement sur le même plan en termes d'écho, la laïcité est toutefois déformée aussi par certains milieux critiques et antiracistes. Je prendrai qu'un exemple là aussi. Il s'agit d'un jeune philosophe anticolonial qui s'appelle Norman Adjari, qui a par ailleurs été militant du Parti des indigènes de la République. C'est dans son ouvrage « La dignité ou la mort, éthique et politique de la race » de 2019. Dans ce livre, Adjari prétend saisir la signification
unique de la laïcité. Il dit « envisager la laïcité pour ce qu'elle est ». Et il indique que cette signification principale de laïcité implique d'emblée l'imposition autoritaire d'une définition étatique de ce qu'est ou ce que doit être une religion. C'est ce qu'il appelle aussi le sécularisme français. Et pour lui, cette vision négative qu'il a de la laïcité a des tonalités conspirationnistes. Cette opération est sous-tendue par une volonté d'organiser la société en fonction d'une bipartition entre le moderne valorisé politiquement et le prémoderne valorisé négativement, entre le moderne du monde colonial et le prémoderne du monde colonisé. Et donc la laïcité ne serait que le produit de ce qu'il appelle l'État colonial moderne. L'angle anticolonial occupe l'espace principal de l'analyse sans s'intéresser à ce que disent et écrivent les protagonistes de la loi de 1905 où la question coloniale est trop présente dans les débats sur la loi de 1905. Et il fait donc de la loi une essence coloniale, elle-même régie par une volonté maléfique du colonisateur. Ce qui ne permet pas d'appréhender finement les intersections entre colonialisme et laïcité sous la Troisième République, par exemple dans la figure de Jules Ferry, ni les usages coloniaux et postcoloniaux de la référence à la laïcité. L'analyse semble terminée avant même d'avoir commencé. Le colonial constitue le facteur explicatif au départ, d'ailleurs de tout, et on retrouve à la fin le principe colonial comme expliquant tout, dont la laïcité. On a en fait une forme de manichéisme inversé par rapport à Natacha Polony. Cette caricature de la laïcité est associée dans le livre à ce que j'appelle un identitarisme inversé. Inversé par rapport à l'identitarisme raciste, qui essentialise l'ensemble des personnes caractérisées comme noires. Pourquoi? Parce que pour Adjari, il y aurait une essence noire positive, qui caractérisait toutes les personnes noires. Et de manière convergente, il refuse la notion d'universel et demande à défendre une politique du particulier. Donc, d'une part, on a la prétention au monopole hexagonal de l'universel pour l'identitarisme national républicain de Natacha Polony et de bien d'autres. D'autre part, on a l'invalidation de l'universel par l'identitarisme inversé anticolonial de Norman Adjari. Est-ce qu'on peut, à partir de là, sauver l'universel et l'héritage des Lumières du XVIIIe siècle, qui est pris entre ces deux mâchoires de l'ère du temps? Alors, je serai assez bref sur cette question, puisque j'ai déjà beaucoup parlé. Je suis attaché, disons pour ma part, à l'horizon d'un universalisable. Un universalisable, c'est un processus qui n'est pas encore abouti, qui est hérité des Lumières, de la Révolution française et du milieu de l'histoire du socialisme. Mais donc c'est un universalisable comme un pari, comme un processus, comme un horizon, qui implique un dialogue interculturel. Ça ne peut pas venir que de l'Hexagone. Pour faire advenir au niveau mondial des graines d'universel, contre tous les identitarismes, justement. Cela suppose de penser l'ouverture à ce qui est autre par rapport à l'identité. Cette pensée de l'ouverture à l'autre, je l'emprunte notamment au philosophe Emmanuel Lévinas ou à l'écrivain martiniquais Édouard Glissant dans sa pensée de l'hybridation identitaire. Édouard Glissant proposant une critique du colonialisme très différente d'Adjari, puisqu'elle propose une critique du colonialisme débouchant sur l'hybridation identitaire et non pas sur un identitarisme inversé. L'histoire française peut certes proposer des repères sur ce qui est universalisable, sur ce qui pourrait devenir universel. Par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée à l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 1948 est en partie inspirée de celle de 1789 en France. Mais cette universalisation suppose bien un dialogue interculturel. Ce qu'on peut proposer, c'est un horizon d'universel en fonction de sa tradition, ce que l'on estime universalisable. De ce point de vue, l'universalisme, ça n'existe pas. Il n'y a pas de position universaliste. Il y a seulement des propositions d'universalisables. Pour ma part, c'est en tant qu'héritier d'un certain républicanisme, mais un républicanisme qui s'efforce de penser contre ses impensés historiques,
notamment les impensés historiques du républicanisme, c'est ces impensés sexistes et coloniaux. C'est au nom d'un certain républicanisme qui pense ces impensés que j'oppose la possibilité d'un universalisable tout à la fois à l'identitarisme national républicain, avec à son arrière-plan une arrogance coloniale, que j'oppose aussi aux identitarismes islamo-conservateurs, à l'identitarisme catho-intégriste ou à l'identitarisme inversé des indigènes de la République. Mes lumières ne sont pas arrogantes car elles tentent d'appréhender leurs limites historiques, ce qui en font des lumières redéfinies par l'humilité, ce que j'appelle aussi des lumières tamisées. Je serai bref dans ma conclusion. Il me semble que, je l'ai écrit récemment dans une tribune parue dans l'Humanité, il y a le feu au lac. Pourquoi il y a le feu au lac? C'est que les notions même de gauche et d'émancipation sociale pourraient disparaître ou pourraient devenir marginales dans notre pays. Et il n'est pas impossible qu'un candidat post-fasciste empoche la prochaine élection présidentielle. Il faut prendre donc conscience des pièges confusionnistes et ne faire aucune concession aux idées d'extrême droite. Dans mon livre paru en mars, il n'y a aucun locuteur confusionniste appartenant au Parti communiste. Je le note, c'était pour moi un bon signe de résistance de la galaxie communiste. Malheureusement, depuis l'apparition du livre, il y a eu des concessions confusionnistes de ce côté-là. La participation de Fabien Roussel aux côtés de dirigeants du Rassemblement national et de Zemmour à une manifestation ultra-sécuritaire organisée par des syndicats de policiers, ou l'abstention d'une partie des députés communistes sur la loi dite sur le séparatisme, qui était la forme, disons, d'aimantation islamophobe soft du macronisme. Toutefois, fort heureusement, je ne veux pas m'arrêter que sur du négatif, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, est un des rares à cultiver une vigilance anticonfusionniste. Du rappel de la solidarité internationale des travailleurs face à l'exploitation capitaliste le 27 septembre 2018 dans Le Monde, notamment à cause de toute une série de confusions générées autour de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, ou son intervention dans la presse régionale, un entretien dans la presse régionale du 22 juin 2020, par rapport aux ambiguïtés d'Olivier Faure, de Fabien Roussel et de Jean-Luc Mélenchon sur les migrants. Au bord du précipice post-fasciste, il est plus que temps de retrouver une boussole de l'émancipation sociale à gauche. Bravo. Merci beaucoup Philippe de cet exposé très vivifiant. Ce qu'il y a de bien, c'est que comme tu regardes large, que tu nous parles d'horizon, puisque tu regardes large, tu n'épargnes personne, et je trouve ça assez juste qu'on puisse s'interroger sur l'ensemble du spectre politique aujourd'hui et de voir à quel point parfois les uns et les autres, bien souvent malgré nous, on peut être pollué par les choses qui nous environnent et quelquefois être désarmé aussi par rapport aux choses qui nous environnent. Bien souvent dans nos discussions, et c'est peut-être aussi le sens qu'il faut donner à cette rencontre de ce soir, c'est de nous donner des armes pour pouvoir répondre quelquefois, parce que bien souvent, dans les débats contradictoires que nous avons les uns et les autres à mener dans nos entourages politiques, mais pas que, entourages sociaux, professionnels et familiaux quelquefois, nous sommes parfois à court d'arguments et désarmés par la pensée de nos proches qui quelquefois nous remplissent de stupéfaction. Et je crois qu'aujourd'hui, dire il ne faut faire aucune concession, c'est quelque chose qu'il faut que nous entendions, parce que peut-être, avons-nous, sommes-nous dans une phase où nous faisons trop de concessions. C'est peut-être ça aussi ce que j'entends moi d'abord. Alors évidemment, il y a un micro pour celles et ceux qui souhaitent réagir, parce que je crois que toute réaction, tout approfondissement de la pensée collective est importante. Je crois qu'on peut reposer des questions à
fini, des approfondissements, mais on peut aussi les uns des autres apporter sa pierre à l'édifice. Donc il y a ce micro, mais il a la particularité de ne pas être HF et il faudra que vous veniez vous exprimer. Voilà. Si tu veux bien venir, Stéphane, pour poser la première question. Et moi j'en aurai une aussi après en cours déjà si jamais ça manque. Dans le cadre des questions sur le confusion. Ça marche pas ? Si. Dans le cadre des questions sur le confusionnisme, il y a quelque chose qui me frappe, c'est le fait que Zemmour soit juif et qu'en même temps il veuille réhabiliter le régime de Pétain en racontant sur les antennes que Pétain a balancé les juifs étrangers pour sauver les juifs nationaux. Est-ce que c'est quand même assez nouveau ce genre de position de la part de quelqu'un qui est juif lui-même, et je ne comprends pas ça du tout. Est-ce que ça correspond à une position qui existe dans le judaïsme français? Enfin voilà, ma question. Alors, c'est pas nouveau que des juifs soient antisémites et que des musulmans soient islamophobes. D'ailleurs, souvent les forces, disons, conservatrices utilisent ce type d'auteur pour, disons, justifier. On dit, bah, si c'est un musulman qui le dit ou si c'est un juif qui le dit, donc c'est encore plus vrai. Donc, c'est pas complètement nouveau, ça a toujours été marginal, mais c'est pas complètement nouveau, historiquement. Évidemment, ça a un effet important. C'est que ça contribue à désarmer la critique, disons, par rapport à l'antisémitisme. Parce que ça crée un trouble chez des gens, comment un juif peut être antisémite. C'est la question. Bon. Le grand rabbin de France a été clair, il a dit que Zemmour était antisémite. C'est une déclaration claire. Et c'est là où c'est, sur le confusionnisme, un de ceux qui atteint le plus haut niveau de confusionnisme, et malheureusement c'est celui qui est en tête dans les sondages aujourd'hui pour la gauche, Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qu'il a fait après? Le grand rabbin dit Zemmour est antisémite. Alors il est interrogé à la télé, il dit, on ne lui demande pas de raconter ses conneries, hein. Bon. Mais il faut toujours qu'il en dise. Bon, alors c'est ça le problème avec lui. Il dit, Zemmour ne peut pas être antisémite, il est juif. Il commence par ce lieu commun. Bon. Et puis après il dit, de toute façon, le problème de Zemmour, c'est le judaïsme qui est régressif, qui pose problème. Et donc, Mélenchon est en train de glisser vers l'antisémitisme. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. J'ai repéré plusieurs cas dans le livre déjà, donc il y a une succession d'éléments. C'est pas la première fois. Alors comment voter pour quelqu'un qui serait, disons, le premier candidat de la gauche antisémite, dans le contexte confusionniste où on est, hein, bon. Donc il y a un vrai problème là. Donc, il y a un combat particulier à mener, et ça suppose, disons, que le mouvement antiraciste sache ça. J'appartiens à une organisation qui est née depuis à peu près 1 an et demi, qui s'appelle le RAR, Réseau d'action contre l'antisémitisme et tous les racismes, qui est largement composé pas seulement de personnes d'origine juive, et qui a fait un communiqué, un appel d'ailleurs qui est paru sur Mediapart pour mettre en cause l'antisémitisme de Zemmour. Mais il a fait un communiqué pour mettre en cause l'antisémitisme de Jean-Luc Mélenchon aussi. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas faire de concession nulle part. Voilà. C'est ça le problème. C'était le même problème, heureusement il s'est arrêté là-dessus quand Mélenchon était islamophobe et stigmatisait le voile musulman, etc. Il s'est arrêté à partir de la manifestation contre l'islamophobie. On a pu retrouver ça, mais dans mon livre, il y a au moins une dizaine d'années où il est sur ce créneau. Bon. Voilà, donc il est important, disons, de bien saisir. C'est pas un problème, justement, parce que c'est quoi le racisme? Le racisme, c'est attribuer une identité homogène et unique, négative, à quelqu'un de par une des caractéristiques de sa personne. L'identitarisme inversé dont j'ai parlé tout à l'heure à propos des indigènes et de la République, il y a un schéma très proche, bien que ce soit en réaction au racisme. C'est aussi
de limiter une personne à une caractéristique de son identité. Par exemple, le fait d'être noir. Mais là, c'est en positif, c'est pas en négatif. Mais c'est aussi un identitarisme. Or, la critique, disons, de l'identitarisme qu'on peut déduire, disons, de notre tradition, de la tradition des Lumières, du socialisme, etc., même du combat anticolonial, c'est de reconnaître la singularité de chaque personne qui est composée de plusieurs caractéristiques et qui peut n'être réduite à aucune d'elles. Et donc, c'est ça qu'il faut retrouver hein, dans le combat antiraciste. La critique de tous les identitarismes, de tous. Hein. Et donc, c'est là la difficulté, à mon avis, aujourd'hui. Donc Zemmour, oui, est en train de... C'est pas simplement de réhabiliter Pétain, c'est ces déclarations qui ont mis sur le même plan la famille de Mohamed Merah, le djihadiste de la tuerie de Toulouse, et la famille des enfants qui ont été tués de l'école juive. Parce qu'il leur a reproché à Merah d'avoir été enterré en Algérie et les enfants d'avoir été enterrés en Israël. Et il a expliqué que les deux n'étaient pas des bons Français, dans les deux cas, hein, les victimes et le criminel. Bon. Et il y a plusieurs glissements qu'il a opérés hein, là-dessus. Bon. Je pense qu'il n'est pas forcément très intéressé par ses origines juives et que dans la campagne actuelle, il insiste beaucoup sur l'identité chrétienne de la France. Hein. C'est quand même un élément central de son discours. Excusez-moi. Faites-vous la différence entre ce qu'on appelle aujourd'hui le wokisme et l'identitarisme? Alors, le wok comme l'islamo-gauchisme, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment. Il faut faire attention. C'est quelque chose qui est travaillé par l'axe qui va de Marianne à l'heure actuelle. C'est-à-dire par les ultra-conservateurs qui vont du centre-gauche jusqu'à l'extrême droite. C'est-à-dire l'islamo-gauchisme, ça n'existe pas, et quand ils en parlent, ça renvoie à des tas de choses, par exemple l'écriture inclusive. Mais l'écriture inclusive, pour mettre des E ou pas, quel rapport avec ni gauchisme ni islam hein bon. Donc on ne voit pas, ça mélange énormément de choses qui n'ont rien à voir. Bon. Donc c'est un amalgame qui a été créé dans cette campagne ultra-conservatrice. Hein. Bon. Donc c'est des choses qui n'existent presque pas en France, elles existent un peu. J'ai parlé des indigènes de la République. C'est les indigènes de la République, ça existe depuis une dizaine d'années, ça n'a jamais été plus de quelques dizaines de personnes en France. Le plus petit, disons, organisation anarchiste aujourd'hui en France, et ça fait plus. Les personnes n'en parlent autant. Hein. Bon. Donc, par contre, c'est devenu quelque chose qui est devenu comme si c'était omniprésent, hein, les indigènes de la République. Alors, pour les forces conservatrices, mais aussi pour une partie de la gauche radicale, c'est le problème. Hein. J'ai noté que dans l'année 2017, 3 textes collectifs de soutien à Houria Bouteja, la porte-parole du Parti des indigènes de la République, ont été signés par des grandes personnalités intellectuelles et associatives de la gauche radicale. 3 à la même année. Une parue dans Le Monde, une parue sur Mediapart, une parue sur Libération. Pour expliquer notamment qu'il n'y a pas de problème avec Houria Bouteja, qu'il n'y a pas de problème d'antisémitisme. Elle a mis en circulation l'idée qu'il y avait un philosémitisme d'État, c'est-à-dire que l'État est au service des Juifs. Bon. Donc voilà, des choses comme ça. Donc, et des gens très honorables, hein, 3 pétitions à chaque fois de dizaines de personnalités intellectuelles et associatives et même syndicales, disons, de la gauche radicale. Donc, évidemment, ce truc-là, ça pose un problème. Surtout parce que en fait, c'est un bouc émissaire en partie inventé pour faire peur, parce que ça n'existe presque pas. Mais en même temps, ça indique une désagrégation intellectuelle d'une partie de la gauche critique ou radicale. Voilà, en même temps. Voilà, c'est ça le problème. Le wokisme, c'est pareil, c'est un mouvement qui existe sur les campus américains. Ça veut dire vigilance. Ça veut dire que les personnes doivent être vigilantes par rapport aux différentes formes de racisme, à la façon dont les discriminations, à la façon dont elles pourraient être impliquées. Ça a un certain écho sur les campus américains. C'est-à-dire d'être impliqué dans le sexisme ou dans l'islamophobie, etc., etc.
En France, ça n'existe pas, et c'est devenu une... Mais c'est l'axe, par exemple, du club que vient de créer Jean-Michel Blanquer, qui est le club qui va être, disons, les aliments d'extrême droite de la campagne de Macron. Donc, voilà, c'est des choses qui font peur. Il faut savoir quand il y a des problèmes qui existent. Je dis islamo-gauchisme, oui, il y a cette zone des indigènes de la République, j'en ai parlé. C'est pas négligeable parce qu'on en parle beaucoup et parce qu'il y a des complaisances du côté de la gauche radicale vis-à-vis de ce type de phénomène, mais c'est quand même des choses extrêmement marginales dans la société française. Il y a une question là-bas au fond. Oui, c'est dans la Marseillaise d'avant-hier, dans ton interview, tu dis aujourd'hui, quand elle critique la gauche, dans la gauche radicale, est trop dans le misérabilisme. Le problème de la gauche, c'est le passage positif. Je pense que la question centrale avec l'égalité et la dignité. Alors j'entends ce que tu dis, c'est important. Donc si tu pouvais approfondir ce truc-là, mais est-ce que c'est pas quelque part en le plaçant sur le thème de la dignité, évacuer y compris le conflit de classe, dont est le moteur qu'il est et qui a permis, y compris, de latéraliser notre société entre une gauche et une droite. Et le deuxième point qui peut venir après, mais peut-être sera celui de ta conclusion, dépassant ton travail universitaire, quelle vision tu as ou comment tu vois l'avenir de la gauche pour lutter contre cet état de fait. Après tes expériences militantes multiples. Oui, vas-y, oui. On va prendre une autre question parce que je pense que ça c'est une réponse circonstanciée qu'on peut avoir presque pour conclure la dernière demi-heure. Que faire? Parce que c'est un peu la question que tu poses. Bonsoir. Alors moi je voulais poser à peu près la même question que Frédéric, donc ça je vais passer. Mais ce que je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez, et est-ce qu'il n'y a pas confusionnisme aussi quand on accepte en fait des réunions spécifiques, par exemple, les femmes ne peuvent discuter entre elles que parce qu'elles sont femmes et qu'elles peuvent comprendre que les problèmes des femmes, les musulmans ou les juifs ou n'importe quoi, c'est-à-dire les réunions qui sont très ciblées, comme après par exemple l'UNEF à un moment à Paris, c'est-à-dire exclure soit les hommes, soit les personnes entre guillemets françaises, etc. Et que pensez-vous aussi du terme racisé qui est souvent repris et qui, moi, me perturbe beaucoup parce que je pense que c'est aussi un terme qui est sûrement un terme sociologique, mais qui en même temps est un terme d'exclusion et de victimisation. Et par rapport à ce que disait Frédéric, quand même, je vais reprendre la phrase parce que je l'ai relu, lu et relu et relu et relu, et je voudrais savoir ce que ça veut dire. Ce qui manque à la gauche est qu'il y ait une connexion des frustrations dans une forme d'horizon positif qui inclut la dignité des personnes. Parce que moi, ce mot dignité des personnes, je pense que c'est le regard des autres qui rend les personnes indignes. Les personnes, elles sont globalement jamais indignes. Elles n'ont pas perdu leur dignité. C'est celui qui regarde la personne, qui considère qu'il est indigne, parce qu'il a soit perdu son emploi, soit il est au chômage, soit il est pauvre, soit, mais c'est le regard de l'autre qui rend les gens indignes. On n'est pas indigne, et ça je voudrais avoir une explication, parce que moi, ça fait des années que ce mot indignité me choque. Oui. Oui, d'abord sur les réunions non mixtes. En soi, les réunions non mixtes ne sont pas un identitarisme. Pourquoi? Les réunions non mixtes sont anciennes. Elles ont été inventées, disons, au cours des années 70 par le mouvement féministe. Les années 70. Peu à peu, moi, les organisations dans lesquelles j'étais les ont adoptées. Par exemple, il y avait des réunions non mixtes de femmes au Parti Socialiste. Il y en avait chez les Verts, il y en avait à la Ligue communiste révolutionnaire, etc. pendant les années 70, 80, 90. Ça n'a jamais posé de problème. Pourquoi? C'était quoi? On était dans une organisation où il y avait tout le monde. Mais, à un moment donné, l'idée, c'était que des gens qui vivent une discrimination ou des problèmes, sans le regard, par exemple, de la domination masculine ou de la domination raciale, peuvent se rencontrer pour parler de leurs problèmes. À un moment donné, sans le regard de ceux qui ont un rôle discriminateur. Pas tout le temps. L'identitarisme, ça serait si
on ne se réunissait que, alors entre maghrébins, entre homosexuels, entre juifs, entre femmes, etc. Non, là c'est un moment, parce qu'il y a une domination dans la société, et qu'il faut pouvoir, entre soi, pouvoir parler des problèmes sans le regard discriminant. Bon. Donc ce n'est pas les réunions non mixtes qui posent problème. Hein. Et dans le cas de l'UNEF, ce n'est pas un problème, puisque l'UNEF reconnaît tout le monde. Hein. Et dans ses congrès, dans ses sections, il y a tout le monde. Simplement, dans certaines occasions, il y a des réunions séparées pour parler de certains problèmes. Bon. Ça deviendrait un identitarisme si tout le monde ne se réunissait plus que dans des organisations qui sont simplement limitées à le sexe, la race, etc. etc. Racisé. Racisme, il y a race aussi. Alors, c'est ça la particularité. On sait que biologiquement, les races n'existent pas. Mais le racisme existe. Personne n'a dit, parce qu'il y avait race dans racisme, qu'il ne fallait pas utiliser le mot racisme. Alors pourquoi il y a un problème particulier avec racisé? Qu'est-ce que ça veut dire racisé? Ça veut dire qu'une personne est identifiée ou limitée ou stigmatisée parce qu'elle est réduite à l'appartenance à une supposée race. Peut-être elle n'a aucun rapport, ni on va le prendre pour un musulman, on va le prendre en tant que noir, en tant que juif, etc. Peut-être qu'il n'a aucun rapport, hein, il est racisé. Hein, bon. Par exemple, à la sortie de mon livre, pas sur un site d'extrême droite, mais sur un site Agoravox de citoyens, on m'a dit que j'enjuivais la race bretonne. Parce que mon patronyme Corcus est breton. Alors, j'enjuive la race bretonne. Alors, je suis racisé si j'enjuive la race bretonne. On voit bien que je suis racisé. Hein. Ah bon. Bon. Oui, parce qu'il y a ça maintenant sur Internet, hein, et dans des sites citoyens, pas des sites d'extrême droite. Hein, il y a beaucoup de choses qui sont des choses qu'on ne voit pas, hein, mais qui sont importantes et qui circulent dans l'espace public. Bon. C'est ça, racisé, c'est être stigmatisé parce qu'on est réduit à une supposée race. Ça ne dit pas plus de choses. Bon. Donc, et donc là, il me semble qu'il n'y a pas de problème particulier avec le mot racisé, pas plus que racisme. Le problème, c'est qu'il y a du racisme, bien qu'il n'existe pas de race. Voilà, et c'est ça le problème. Hein. On a forgé ce mot racisme parce qu'à un moment donné, on croyait qu'il y avait des races au sens biologique. Maintenant, la biologie a montré que ça n'existait pas. Et donc, voilà, mais il y a un processus de racisme quand même, donc de racisation. Bon. C'est à peu près la même chose. Alors, autour de toutes ces questions, misérabilisme, dignité, indignité, voilà. Je n'ai pas utilisé le mot indignité, hein. J'ai posé le mot dignité. L'indignité, c'est quelque chose qui suppose la reconnaissance, comme l'indignité. C'est-à-dire que c'est la construction par les autres. C'est-à-dire qu'en tant que sociologue, les choses n'existent pas en soi, elles sont toujours dans une relation sociale. Et donc, qu'est-ce qui produit les phénomènes? Les phénomènes négatifs, comme le racisme, comme le mépris, etc., c'est la relation avec les autres, c'est l'absence de reconnaissance, c'est le mépris, etc. Et les éléments positifs, comme la solidarité, c'est aussi les relations sociales. Donc, il n'existe pas des personnes indépendamment des relations sociales. Donc, soit elle les stigmatise, soit elle crée des éléments positifs. Bon. Ce que j'ai voulu dire, là, c'est quoi? C'est que je partais dans mon esprit d'un entretien que j'avais fait longtemps avec une jeune ouvrière d'origine italienne. Je faisais un entretien qui s'était marié avec un ouvrier, enfin quelqu'un dans son entreprise qui était un établi, comme on dit, c'est-à-dire quelqu'un qui venait des Beaux-Arts et qui s'est établi en usine, qui était un maoïste, et qui est resté lui jusqu'à la fin de sa vie en usine. Et elle a découvert à cette occasion la théorie de la plus-value, le marxisme. Et elle m'a dit, avant je pensais que j'étais de la merde, et la découverte de la plus-value a changé ma vie, j'ai appris que j'étais source de toute richesse. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que si les discours de gauche n'insistent que sur la misère des gens qui existent, la souffrance, la frustration, le ressentiment,
c'est pas ça encore le socialisme ou l'émancipation. Il faut un passage à quelque chose de positif, à un sentiment de dignité personnelle dans les relations avec les autres. Dignité personnelle et collective. C'est ça qu'a apporté le mouvement ouvrier. À la fois parce qu'il y avait un horizon d'une société différente, mais déjà dans le combat quotidien, je construisais ma propre dignité, individuelle et collective. Bon. Aujourd'hui, ça manque, il n'y a plus ce passage, et il y a le risque qu'on ne parle que de la misère, de la souffrance, etc. Or, l'extrême droite est meilleure pour nous là-dessus, parce que l'extrême droite, elle politise le ressentiment et la frustration simplement. Elle n'a pas besoin de la dignité, elle n'a pas besoin du positif. Donc, si on en reste à la vision misère, souffrance, etc., qui est un élément important de la situation des gens, eh ben, ça ne suffit pas pour l'émancipation, et ça risque même d'aider l'extrême droite, parce qu'eux, ils ne politisent que ça, le ressentiment, la haine, et notamment en croyant des boucs émissaires, alors les juifs, les musulmans, les arabes, etc., les noirs, bon, les homosexuels, bon. Donc c'est ça ce que j'ai voulu dire. Donc c'est ce passage au positif qui manque aujourd'hui, dans le plus quotidien. Par rapport à ça, l'avenir de la gauche. L'avenir de la gauche, c'est compliqué. J'ai plus la même vision. Je l'ai dit au départ, je me suis trompé. J'ai cru qu'une nouvelle gauche radicale allait recomposer la gauche à partir de la fin des années 90 dans le sillage de l'altermondialisme. Bon. C'est pas ça qui s'est passé, et au contraire, on a connu une vague ultra-conservatrice. Et des secteurs de la gauche radicale ont alimenté le confusionnisme, comme je le montre dans le livre, et il y a beaucoup d'intellectuels, etc., qui sont cités dans le livre, avec des éléments précis de discours, etc., des gens, quelqu'un qui était une figure importante de la gauche radicale pendant un temps, pensons à Michel Onfray, qui aujourd'hui est un des justificateurs, disons, je me rappelle l'époque où j'ai participé aux universités populaires, où il avait lancé ça à Caen, et où il a été beaucoup sollicité, même pour être le candidat de la gauche radicale au présidentiel. Aujourd'hui, il fait bien le passage vers l'extrême droite. Et avec un fort confusionnisme, puisqu'il a appelé sa revue Front Populaire. C'est-à-dire qu'il utilise un des référents principaux de l'imaginaire de gauche pour un passage à l'extrême droite. Donc c'est particulièrement pervers, on peut dire. Mais chez les politiciens, les deux locuteurs confusionnistes les plus importants, qui ont le plus des discours confusionnistes dans le livre, sont Emmanuel Macron, qui vient du Parti Socialiste, et Jean-Luc Mélenchon. C'est un fait, il suffit de voir, on peut voir, il y a un index à la fin, et vous verrez. Et à chaque fois, c'est l'analyse de discours extrêmement précis, depuis une dizaine, quinzaine d'années, avec la création d'un truc. Donc la gauche radicale n'a pas été capable de faire quelque chose, et on a arrivé au contraire à une vague ultra-conservatrice. Par rapport à ça, la solution que j'entrevois simplement, c'est qu'il faut sortir de l'idée qu'on va créer une organisation unique, ça a beaucoup organisé les gens, le nouveau parti qui va regrouper tout le monde, le nouveau mouvement, etc., etc., etc. Bon. Ça, on voit bien que ça ne marche pas, et c'est toujours après des aventures, souvent plus ou moins personnelles, ou qui ne débouchent pas sur grand-chose. Donc il faut partir des choses où elles en sont. Il y a des organisations politiques, il y a des associations, il y a des syndicats. Il faut recréer un espace d'une gauche d'émancipation, de gens qui ont des vues différentes, voire opposées, mais qui ont des rapports et qui dialoguent entre eux, qui créent un nouvel espace. Pas pour faire des élections, ce n'est pas les élections le problème. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus grave. C'est-à-dire qu'il faut recréer les évidences minimales qui permettront à la gauche de réexister. Et après, les différentes gauches pourront s'opposer entre elles, pourront se battre, etc. Elles aiment bien ça, bon, pas de problème. Mais il faut reconstituer les bases minimales. Et là, c'est en créant un espace où ces gens sont en dialogue, en discussion, en relation, font parfois des choses ensemble, ils ne sont pas d'accord, mais que la notion d'émancipation, la notion d'égalité, que ça redevienne des éléments qui font partie du débat public. Bon. Et donc c'est cette base-là, parce qu'on est parti de très loin, et donc je pense qu'il faut reconstituer ça. Voilà. Et il faut essayer d'éviter le plus possible les perturbations qu'entraîne à chaque fois l'élection présidentielle. Est-ce que le mouvement Plus jamais ça correspond justement à ce type de dialogue, puisqu'il y a à la fois des syndicats, des organisations et des partis, pas des partis, mais
des syndicats, des ONG et voilà. Comment dire, il y a l'idée qu'il est important qu'il y ait aujourd'hui des forces qui s'assemblent dans la lutte contre l'extrême droitisation. Donc c'est un élément important. Hein. Bon. Mais c'est plus large que je veux, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va arriver là, on va faire le plus possible, chacun va défendre son candidat, etc. Bon. On ne sait pas ce qui peut arriver, c'est incertain, mais il n'est pas impossible. Moi je pense que c'est une possibilité non négligeable que Éric Zemmour devienne président de la République en avril, pour 5 ans. Donc ça crée évidemment un vrai problème dans la société française, parce que Zemmour candidat, c'est beaucoup plus de dégâts que Trump candidat. Parce qu'on n'a pas les contre-pouvoirs qu'il y a aux États-Unis, les États fédéraux, le Parlement américain, etc., qui fait que Trump n'a pas pu défaire complètement l'Obamacare et il n'a pas pu construire son mur complètement. Bon. Tandis que Zemmour, dans la situation actuelle, avec la bêtise de Jospin, de faire les élections législatives juste après les présidentielles, tout ça, ça crée une sorte de boulevard avec très peu de contre-pouvoirs. Bon, c'est un élément très bon. Mais ça peut arriver. On fera ce qu'on peut dans la situation. Mais il faut préparer l'après, c'est-à-dire la possibilité qu'il reste encore un espace de l'émancipation sociale qui soit fort en France. Donc il faut s'y mettre dès maintenant. Il faut créer un espace avec tout le monde. Donc avec aussi les organisations politiques, les syndicats, etc. pour redonner sens aux idées d'égalité, d'émancipation, etc. Voilà. C'est quelque chose de plus large, indépendamment des élections. Il ne faut pas exclure les organisations politiques de ça, ça participe. Il ne faut pas que ça soit une instrumentalisation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les syndicats et les associations soient là au service des partis politiques, comme on l'a connu beaucoup en France. Donc il faut que ça soit un espace de renaissance très pluraliste où personne n'est instrumentalisé par personne. Mais on va reconstituer des significations communes qui vont nous permettre de ne pas complètement couler. J'ai vu qu'il y avait une question là-bas, il y a une question là. J'en ai une aussi. Si tu veux bien, on va prendre les trois en même temps. Et puis après, comme ça, tu pourras répondre. Parce que le temps passe, il est déjà 19h20. Et c'est assez... Voilà. Au fond, François, puis Joël. Comme j'entends votre point de vue, on va dire, vous prenez des références chez ces hommes politiques, ces hommes qui effectivement vont proposer des lois et vont certainement changer la société par le vote de ces lois. On voit un désistement énorme de la population quant au vote. Que diriez-vous d'un point de vue individuel et comme individu faisant partie du peuple par rapport à ça? Parce que ça, c'est une liaison qui me manque. Enfin, vous comprenez ma question? Parce que je suis un peu confus. Oui, Joël. Oui. On va prendre 3 questions. Si je casse pas tout, ça sera bien. J'aimerais me faire l'avocat du diable. Et en l'occurrence, le diable, c'est Fabien Roussel. Dans sa présence à la manifestation sur la question de la sécurité. Je pense que c'est une réalité. Dans certains territoires, il y a vraiment un problème de sécurité pour des populations. Je pense bien sûr à des territoires de banlieue, en Île-de-France par exemple, mais aussi dans beaucoup de territoires. Là, j'apprécie votre analyse et tout ce qu'elle a de richesse et tout ce qu'elle peut nous apporter. Cependant, je me dis, quel rapport il y a entre cette capacité à élaborer des discours, à garder la ligne, pour nos organisations à vraiment faire tout le travail nécessaire, idéologique et dans le discours, et le rapport entre, on va dire, ce monde-là et le monde des personnes qui sont sensibles à tout ce qui peut être fait pour améliorer leurs conditions quotidiennes, sur la matière de sécurité, mais autrement. Je me dis que la médiation
elle est aussi dans les actions de gestion, de gouvernement local, par exemple, quand dans une ville, on mène des actions en faveur de la tranquillité publique, puisque c'est quand même le terme qu'on utilise le plus à gauche, et que ces actions ne se résument pas à des actions policières. Enfin, pour tout dire, je me dis que tout le monde n'a pas accès aux médias et que les exemples que vous avez pris sont des exemples médiatiques. Alors c'est vrai qu'ils marquent beaucoup les consciences, hein, que ce soit Julliard, Polony, etc. Ils ont, entre guillemets, l'occasion de parler au grand nombre. Mais je pense que il y a peut-être un effet de loupe dans le fait qu'on examine ces questions d'un point de vue, on va dire, académique, universitaire, et que dans la société telle qu'elle est, la place du combat idéologique, la place ou le lieu du combat idéologique est peut-être autant, j'espère, sur ces questions concrètes de lutte pour la tranquillité publique, pour l'accès au logement de tous, pour l'accès à l'éducation, à la santé, plutôt que sur le champ purement idéologique, linguistique, etc. etc. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais j'ai l'impression que ce qu'on reproche à Roussel, pour avoir participé à cette réunion, relève quand même d'un effet de loupe quand on se situe de là où vous vous situez. Je vais te poser la question que je voulais te poser, mais qui assez curieusement fait écho aux deux interventions d'avant. Je voulais reprendre une citation que tu fais de Roger Martelly, page 138 dans ton livre, dans lequel tu dis que Roger Martelly, en tant qu'historien militant de la gauche, interroge lucidement sa famille politique, et tu le cites, lorsqu'il pose cette question, est-il réaliste de disputer à l'extrême droite sa primauté en s'installant dans l'environnement mental qui fait aujourd'hui sa force? Ça, c'est la citation de Martelly. Et je voulais que tu reviennes à ça par rapport à ce que tu as construit là, devant nous, en disant il faut reconstruire un imaginaire à la gauche, et à la gauche largement développé, puisque tu as dit que ça ne concernait qu'un seul parti, mais que ça concernait les partis, les syndicats, les associations, les citoyens, etc. Donc cet imaginaire, ce récit à reconstruire, qui n'est pas qu'un... On comprend bien, me semble-t-il, qu'il ne s'agit pas que d'un récit technique, de propositions techniques, programmatiques, mais un récit imaginaire. Peut-on parler d'un récit pour reconquérir l'hégémonie culturelle, parce que ça fait partie des choses qui sont posées dans le débat, et que l'extrême droite a su habilement, sans aucun doute, récupérer un concept posé par Gramsci en son temps, qui aujourd'hui est validé au moins par l'extrême droite. Et donc une question qui ressemble un peu à celle de François, par rapport à ce récit d'imaginaire, quelle serait pour toi la première phrase que tu poserais de ce récit pour t'adresser à nous? T'adresser à nous, quelle serait la première chose que tu poserais dans ce récit imaginaire? Je ne te demande pas de commencer par Il était une fois, bien évidemment, mais de construire ça. Il y avait aussi une petite intervention, me semble-t-il, et puis après tu réponds à tout ça. Oui, dernière question peut-être. Il a été beaucoup question des médias traditionnels, que ce soit les journaux ou la télévision. Il est de plus en plus question aussi des réseaux sociaux, de l'utilisation, notamment par les jeunes d'extrême droite, de ces réseaux sociaux. Voilà, j'aurais voulu avoir un petit point là-dessus. Oui, sur la question de l'abstentionnisme, c'était la première question, et de la forme de désinvestissement par rapport aux élections, on comprend que le vote suscite de plus en plus d'indifférence, puisque les différentes tentatives pour changer les choses, ou ceux qui ont prétendu changer les sens dans un sens ou dans un autre, finalement n'ont pas tenu leurs promesses, et que donc on a une succession de désillusions. Donc c'est légitime d'une certaine façon. Le problème,
c'est que ce mouvement, disons, d'abstentionnisme, c'est ça qui va bénéficier à l'extrême droite. Pourquoi? Et c'est ce qui fait que Éric Zemmour a plus de chances que Marine Le Pen, s'il arrive à battre Marine Le Pen au premier tour, ce qui n'est pas sûr encore. Son point faible, c'est l'électorat populaire du Rassemblement national, hein, et pour l'instant, il ne prend pas sur cet électorat populaire, il prend sur l'électorat de la droite, sur l'électorat plus classe moyenne et classe supérieure du RN, mais pas sur l'électorat populaire. Bon, donc, mais s'il dépasse Marine Le Pen, il est meilleur au second tour. Pourquoi? Pour deux raisons. C'est un, parce que Éric Ciotti l'a déjà dit que s'il y avait Zemmour, Macron, il appellera voter Zemmour, donc c'est 40% de LR maintenant, Ciotti. Hein, bon. Donc des éléments importants de la droite vont se détacher, de l'électorat de droite, donc ça fait déjà un beau morceau. Pas de problème pour les législatives après, parce qu'une partie des députés LR vont faire comme les députés du PS avec Macron la dernière fois, vont rejoindre un nouveau parti, un nouveau groupe pour sauver leur siège, bon, avec la législative qui a l'air juste après, donc pas de problème. Donc, le vote extrême droite, qui sera acquis vu les thèmes de Zemmour, une partie du vote de la droite et une grosse abstention de la gauche. Et ça fait facilement gagner Zemmour. Hein, parce qu'on voit bien, moi j'ai plus de la moitié des personnes autour de moi que je connais de gauche qui ne veulent pas, même si c'est Zemmour, Macron, si c'est Le Pen, Macron, voter au deuxième tour. Voilà, donc je vois à peu près que c'est un vrai risque. Donc si on ajoute les deux choses, c'est mathématique, la victoire de Zemmour est possible. À cause de ces deux éléments, parce qu'on est arrivé à des choses assez proches dans les pourcentages. Hein. Ce n'est pas l'époque de Chirac-Le Pen, hein. On arrive maintenant pas loin de la moitié-moitié. Bon. Donc voilà, il y a ce problème. L'abstentionnisme est légitime, compréhensible, etc. Et en même temps, ça risque de favoriser la catastrophe. Voilà. Alors, la deuxième question, c'est une question compliquée. Il y a des problèmes de sécurité, sans doute. Mais est-ce qu'on doit les problématiser comme l'extrême droite et la droite radicalisée, autour du thème de l'insécurité, parce qu'il faut voir, ça fait à peu près 20 ans que tout le monde court après l'extrême droite sur l'insécurité, en développant l'arsenal juridique, etc., le nombre de lois votées par Sarkozy, etc. Une partie des lois, d'ailleurs, ne sont même pas appliquées parce qu'elles n'ont pas le temps même d'avoir des décrets. Hein. Les prisons sont pleines. Les prisons sont pleines. Hein. Bon. Et on nous dit qu'il faut toujours plus. Alors, pour répondre à quoi? C'est ça, parce que dans la sécurité, il y a plusieurs choses. Qu'est-ce qui augmente? Bon, il y a des problèmes, ça dépend des secteurs. Des violences sur les personnes, ça dépend. Des agressions, pas les morts. Les meurtres, par exemple, ça baisse continuellement. Disons, c'est une évolution des sociétés humaines. Les meurtres baissent, bon, etc. Par contre, il ne faut pas ne pas en tenir compte. Le sentiment d'insécurité, même quand l'insécurité objective ne monte pas, monte. Alors, il faut le traiter, ça. Mais pas avec les propositions inside sécuritaire, avec l'idée, avec on va mettre 30 ans, on va rétablir la peine de mort, etc., etc. Parce qu'on est dans cette dynamique. Hein. Bon. On est dans cette dynamique. Et parce que le thème de l'insécurité n'est pas que sur l'insécurité. Parce que c'est insécurité, immigration, islam qui fonctionnent ensemble maintenant. Ça fonctionne ensemble. Et donc si on met un doigt dans l'un, ça fonctionne avec les autres. La manifestation de policiers n'était pas une manifestation contre l'insécurité, elle était une manifestation de soutien aux policiers sur des thèmes ultra-sécuritaires, pilotés par les syndicats de policiers les plus réactionnaires, le secteur alliance sarkozyste, disons. Bon. Et c'est un problème pour que trois figures de gauche, Jadot, Roussel et Faure, se situent dans cette situation en adoubant le discours ultra-sécuritaire, en adoubant la logique d'un syndicat de droite radicalisée, et une manifestation qui a fini par tourner contre le ministre de la Justice, qui n'est quand même pas, enfin, un gauchiste, parce que c'est contre la justice, ça s'est retourné aussi. C'est l'idée que toute cette justice, elle est laxiste.
Hein. Donc Dupond-Moretti, c'était lui le salaud dans la manifestation. Bon. Alors comment les 3 principaux leaders de gauche peuvent se retrouver là-dedans? C'est ça le problème, c'est ça la dégradation. Bon. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas traiter la question de l'insécurité. Il faut problématiser autrement. C'est-à-dire il faut lier sans doute la sécurité des biens et des personnes avec la sécurité sociale, avec la protection sociale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le dire de la même façon. Il faut essayer de traiter les choses en les intégrant dans un autre cadre. Parce que, comme le disait Martelly, si on utilise leur imaginaire, on va leur servir. C'est tout. Et finalement, ça ne va pas faire beaucoup plus de... Ça ne va pas faire des pourcentages de plus pour le PS, les Verts ou le Parti communiste, hein, cette histoire. Hein. D'ailleurs, on a vu les sondages après, ça n'a fait aucun écho positif hein, sur les sondages. C'est pas ça qui... Donc le risque aujourd'hui, c'est de reproblématiser autrement en prenant au sérieux qu'il y ait des problèmes de sécurité. C'est ce qu'a dit dans l'entretien dont j'ai parlé dans la presse régionale, le groupe EBRA qui fait le progrès, etc., les dernières nouvelles d'Alsace, etc., Philippe Martinez, il l'a bien dit. Quand il est rentré contre Mélenchon, Roussel et Faure, explicitement, c'est en disant on ne peut pas traiter comme les autres. Il faut faire de la question de la sécurité un sous-point de la question de la sécurité sociale et de la protection sociale. Donc on est dans la tradition du mouvement ouvrier, on ne peut pas faire des choses comme ça. Bon. Voilà, lui, il a une attitude, ça me semble, sérieuse et raisonnable. Et c'est très important, disons, à mon avis, que la CGT et que la direction confédérale de la CGT soit sur une telle ligne de résistance par rapport au confusionnisme, contrairement à beaucoup d'organisations. Bon. Ça, c'est un élément important dans la situation, hein, parce que ça permet de penser que tout ne va pas partir à volo quand même, hein, qu'il y a quand même quelque chose qui reste de solide. Alors, c'est là où se pose la question de l'imaginaire. Hein. Il faut créer un imaginaire différent. C'est pas que de la politique. Hein. C'est pas que de la politique. Quand l'imaginaire du mouvement ouvrier fonctionnait, pendant les années 60, c'est moins les tracts politiques du Parti communiste que les chansons de Jean Ferrat. Donc c'est beaucoup plus important. Et c'est ça qui stabilise l'imaginaire aussi, autour d'un certain nombre de thèmes, etc. Donc, la culture, les artistes, le cinéma, les séries, les chansons, etc., ça joue un énorme rôle. Le théâtre, bon, ça joue un énorme rôle là-dedans. Parce que il faut que circulent d'autres éléments. Hein. Bon. Dans les éléments que je vois, moi, il y a 2 thèmes qui me semblent centraux, mais il faut qu'ils soient en relation. Parce que souvent on ne les a pas posés en relation. C'est justice sociale et individualité. On doit défendre en lien la question de la justice sociale et la question de l'individualité dans sa singularité qui ne se réduit, comme j'ai dit tout à l'heure, à aucune caractéristique unique. Bon. Et le mouvement ouvrier, pas Marx, pas quelques esprits un peu plus éclairés comme Lucien Sèvres, le regretté Lucien Febvre, qui lui a su dès les années 60 poser la question de l'individualité au cœur de la problématique communiste, mais il n'a pas été suivi par grand monde. Hein, bon. Mais c'est un des rares, mais au lieu de se centrer simplement sur les éléments collectifs, il faut nouer la question de l'individualité, la question de la justice sociale. Et après, il y a ce champ énorme, je pense, je suis en train d'écrire, on m'a demandé d'écrire le scénario, de réécrire le scénario d'un film commercial, un polar. Un producteur de cinéma m'a demandé ça. Ça se passe en banlieue avec un flic qui est le héros principal, jeune flic d'origine maghrébine. Et toutes ces questions, je les vois, l'insécurité, la police, etc. Comment les traiter dans une forme imaginaire, un film, hein, et c'est pas un film grand public, un film qui parle à tout le monde, etc., qui parle de questions. Bon, voilà. C'est un élément central. La politique, disons, a un rôle à jouer, c'est sûr, mais c'est beaucoup plus large que la politique si on veut retrouver la base minimale, disons, qui fasse qu'on puisse rebondir hein, dans les années qui viennent. Merci. Alors, j'ai vu encore 2 interventions, il y a Bernard, j'ai vu Alain là-bas au fond. Il est 19h37, je vous propose que ça soit les deux dernières interventions, puis tu répondras. Et puis comme
on finira par ces 10 petites lignes de Louis Aragon qui me semble-t-il vont bien dans le sens de ce que tu viens de nous dire. Oui, merci Philippe Corcuff pour ces propos très stimulants, comme tout ce que vous écrivez d'ailleurs, et que j'ai plaisir à reprendre souvent sur mon blog. Alors, une remarque et puis une question. La remarque, j'ai beaucoup apprécié votre analyse de l'universalisme. Je suis très préoccupé par la conception que je sens assez générale aujourd'hui d'un universalisme qui nivelle, qui ignore, alors qu'il y a des tas de spécificités, de différences culturelles. Les identités existent, au sens où l'entendait Édouard Glissant d'identité généreuse. J'étais heureux d'ailleurs d'entendre que vous citiez Glissant. Et précisément, l'universalisme doit se construire à partir de ces spécificités comme des enrichissements mutuels. Donc l'idée de, comment avez-vous dit, universalisable, ça me plaît bien comme expression. Alors, la question. Vous avez évoqué la nécessité d'avoir un lieu de rencontre, de construction, de reconstruction. Alors, il en existe un sur lequel j'aimerais avoir votre opinion, qui s'appelle Plus jamais ça, et qui a élaboré un plan de rupture et qui regroupe des syndicats, la CGT, Solidaire, des organisations comme Attac, le SNES, et puis d'autres, etc. Que pensez-vous de cette structure et de cette initiative qui a été prise et qui me paraît personnellement très prometteuse? La question. Non, simplement une réflexion. Je partage pour l'essentiel ce que vous avez dit. C'est vrai qu'à la fin, vous avez l'événement, Zemmour peut être élu. Bref. Moi, il y a un truc qui m'inquiète. Est-ce que personne n'a entendu autour de soi, des fois, par colère, des gens, et des fois des gens de gauche, des amis, dire pour Le Pen ou Zemmour, s'ils la veulent, ils n'ont qu'à la prendre. Vous n'avez jamais entendu ça? Si elle arrive, c'est qu'ils l'ont voulu. Et maintenant qu'ils se démerdent. Je pense qu'on a peut-être intérêt, si la sociologie est un sport de combat, on a intérêt dans les 3 mois qui viennent à faire du jujitsu idéologique. Et en même temps, comme vous avez dit avec l'humour tout à l'heure, que vous remerciez les communistes d'avoir invité un libertaire, permettez-moi de vous dire que c'est sympa qu'un libertaire soit venu. Tu réponds? Oui, il n'y a pas beaucoup de réponses sur ce. Je pense que c'est un élément important qu'il y a eu un dévoiement du mot universalisme, donc que je n'utilise plus, parce qu'il prétend définir, disons, l'universalité à partir de l'expérience française simplement, et l'expérience de certains en France. Et donc il est important de trouver de nouveaux mots, et il est important que ça passe par un dialogue interculturel. Oui, une initiative comme Plus jamais ça, c'est un élément important, c'est une bonne chose. Donc il faut toujours commencer par des choses qui commencent comme ça. Comme je le disais, c'est plus large. Il faut que ça inclue les organisations politiques, il faut que ça inclue la vie locale, donc de multiples associations locales. Parce qu'en fait, ce qui existe quand même sur le territoire, c'est qu'il y a de multiples associations locales. On a connu en France une période où il y avait des grandes associations nationales d'éducation populaire, etc., qui ont un peu périclité, antiracistes et tout, et il existe un tissu associatif extrêmement vivace, mais qui est de moins en moins raccordé au national, par des fédérations. Bon. Et qui est spécifique en fonction des localités, c'est pas les mêmes, etc., avec des initiatives. Donc il est très important que cette variété d'associations, qui peut être culturelle, etc., d'insertion sociale, de tas de choses, il est important qu'elles soient incluses, et il est très important
que la dimension culturelle, artistique, comme je l'ai dit tout à l'heure, participe à ça. Parce que ça ne doit pas être simplement une construction rationnelle, mais c'est ce que une de mes amies, une historienne de la Révolution française, Sophie Vaniche, appelle une raison sensible. Donc pour la raison sensible, il y a la sensibilité et il y a l'intelligibilité, ils doivent être associés. Et donc dans l'imaginaire, il y a du sensible aussi. Et donc il ne faut pas sous-estimer la portée, non pas simplement de discours rationnels, mais de ce sensible. Et évidemment, il y a toute une série de discours, on peut entendre, ça dépend où on est, il y a ceux qui nous disent bon, on ne les a jamais essayés, donc pourquoi pas les essayer. Il y a ceux qui nous disent finalement telle ou telle chose, quand même c'est des choses, il dit des choses vraies, et puis cette idée que finalement les médias sont contre lui ou elle, ça joue en leur faveur, parce que si les médias sont contre eux, c'est qu'il dit des choses vraies, bon, etc. Donc, et puis il peut y avoir des fatalismes à gauche en disant, voilà, comme ça s'est passé avec Trump, jusqu'à la veille de l'élection de Trump, la plupart des intellectuels de gauche et des militants de gauche aux États-Unis, c'est-à-dire une partie, disons, des démocrates, parce que la gauche est une partie simplement du Parti démocrate, on crut que c'était impossible. Et donc là, il y a une sorte de fatalisme aussi, de fait de et voilà, c'est vrai qu'il y a ce qu'il faut faire dans les mois qui viennent. Après, les choses en sont un peu jetées, et donc on va pouvoir peser, mais de manière minime, je pense, sur les choses. Il y a une incertitude. Et le plus important est d'envisager déjà la reconstruction. L'après Zemmour, si Zemmour est élu, ou Le Pen. Et si c'est Macron, de toute façon, il va tenir compte de cette extrême droitisation, et donc il va orienter sa politique un peu plus vers l'extrême droite. Donc il va tenir compte de ça, parce que c'est essentiellement un carriériste opportuniste, donc il n'a pas de conviction très stabilisée. Donc il ira dans ce sens lui-même. Merci beaucoup Philippe, vraiment pour juste pour vous rappeler, avant mais je vais lire, je vais faire ce que j'ai promis. Mais juste, je voulais vous rappeler que le livre de Philippe Corcuff est mis à votre disposition par la librairie Diderot sur la table là-bas. On a un peu de temps, si vous voulez poser une question à Philippe directement. Voilà. Et le livre, Philippe accepte de le dédicacer, donc voilà, c'est période de Noël, c'est tout jeune. Je vous avais dit ces quelques lignes de Louis Aragon qui sont tirées du premier conte de la Chemise rouge, qui s'intitule Murmure et qui est un des chapitres de la mise à mort. Je vous avais dit que c'était pour faire une espèce de réponse au clip d'Éric Zemmour, mais je pense que, vu ce que nous avons entendu ce soir et à la fin sur l'imaginaire, je pense que ça fait aussi bellement écho à tout ce qu'on a entendu, et ça me renforce dans cette nécessité d'un seul coup dans tout débat politique, me semble-t-il, il faut redonner de la place à la poétique, c'est-à-dire à la capacité de création. Et c'est ce qui manque un peu, parce que beaucoup de le synonyme, enfin, le mot politique aujourd'hui est presque devenu synonyme de uniquement la gestion, et on manque sans doute cruellement d'espace de création dans la politique. Donc, Louis Aragon. J'ai rêvé d'un pays où dans leurs bras rompus, les hommes avaient repris la vie comme une biche blessée, où l'hiver défaisait le printemps, mais ceux qui n'avaient qu'un manteau le déchiraient pour envelopper la tendresse des pousses. J'ai rêvé d'un pays qui avait mis au monde un enfant infirme appelé l'avenir. J'ai rêvé d'un pays où toute chose de souffrance avait droit à la cicatrice, et l'ancienne loi semblait récit des monstres fabuleux. Un pays qui riait comme le soleil à travers la pluie, et se refaisait avec des bouts de bois le bonheur d'une chaise, avec des mots merveilleux
la dignité de vivre. Un pays de fond en comble à se réécrire au bien. J'ai rêvé d'un pays tout le long de ma vie. Un pays qui ressemble à la douceur d'aimer, à l'amère douceur d'aimer.